Donc bonjour à tous. Moi, merci d'être avec nous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des personnes qui sont présentes avec nous et puis il y a beaucoup de gens qui sont inscrits aussi pour avoir le replay derrière. Donc, c'est comme ça que ça marche maintenant. Donc, je m'appelle Gilles Buffet, je suis le responsable commercial de la société Metadosi. Metadosi, en deux mots, c'est une société qui, depuis 30 ans, développe des logiciels pour l'industrie avec plusieurs modules. Le module historique, c'est KMProd, qui est un logiciel de MES qui va piloter dans l'usine un certain nombre de machines et faire le lien avec le RP, pour faire très très simple. On a KMment qui gère la maintenance en lien également avec la production. On a KM Extrusion qui est spécialisé, puisqu'on fait ça depuis 30 ans, sur la partie aluminium, gestion des presses, gestion de la peinture, etc. Et puis, on a le sujet d'aujourd'hui, c'est KM Énergie, qui est un sujet d'actualité, qui est un logiciel qui permet de gérer ses consommations d'énergie. Et donc, un gros sujet d'actualité en ce moment. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'industrie et on n'a pas trop regardé, ça dépend des domaines, mais comment on fait pour optimiser sa consommation. Et on voit qu'il y a quelques entreprises qui sont en difficulté, ou en tout cas, ça devient un sujet vraiment intéressant. Et en même temps, l'État en ce moment est en train de mettre un peu de l'argent sur la table pour aider nos industriels à passer ce cap. Aussi bien, alors on va plutôt parler de la partie investissement. Donc aujourd'hui, on a organisé ce petit webinaire qui va se passer en deux temps. Un premier temps, on a trois experts qui vont parler de leur sujet. Et puis on aura un deuxième temps aussi donc première demi-heure, deuxième demi-heure, avec une série de questions-réponses où on espère que ce sera animé. L'important, c'est aussi de prendre en compte les besoins et les questions de chacun. Donc aujourd'hui, on va avoir Bertrand Gratalou, qui est le dirigeant de Substantiel, qui fait ça depuis quelques années, qui optimise les aides et accompagne les investissements. On va avoir Clément Van Straten, qui a une grosse expérience, un dirigeant de la société Haskell sur la partie énergétique. Et puis David Fernandez, qui est le dirigeant de Metadosi, et qui va nous montrer ce qu'on peut faire avec ce logiciel KM Énergie. Voilà pour l'introduction. Je vous demanderai de couper vos micros pendant la première demi-heure pour qu'on puisse avancer. Et puis après, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez utiliser le chat. Et puis après, on vous donnera la parole pour des questions. Voilà, Bertrand, je te laisse la parole. Mets ton micro, ça ira mieux. J'avais coupé, tu vois, parce que je suis ta introduction. Merci Gilles pour cette introduction. Je m'appelle Bertrand Gratalou et comme vous l'a dit Gilles, je suis l'un des 5 associés du cabinet Substantiel. J'espère que vous voyez tous bien mon écran. Je vous dirai qui on est, mais vraiment en 2 mots, ce n'est pas le sujet du jour. On essaiera de faire un panorama des aides et des subventions, bien entendu, liées à la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la transition énergétique, en détaillant 2 dispositifs sur la partie décarbonation et les énergies renouvelables, pardonnez-moi. Et on aura un exemple de projet plutôt lié au monde industriel. Substantiel, c'est un cabinet qu'on a créé en 2008. Comme vous le voyez, on est présent un peu partout en France. Notre siège social est basé à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Moi, je suis basé à Saint-Étienne. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises plutôt industrielles qui ont des projets d'investissement, les accompagner à chercher et surtout à trouver des subventions publiques en les accompagnant de A jusqu'à Z, du démarrage du projet jusqu'au versement du dernier centime d'euro de subvention, puisque notre modèle de rémunération est un modèle de rémunération au succès. Juste un panorama des aides et des subventions. Vous avez sans doute entendu parler du plan de relance qui a été lancé juste après le Covid. Là, le plan de relance est terminé.
En tout cas, ce dispositif est terminé. On est maintenant sur un dispositif qui s'appelle France 2030, qui est doté globalement de 100 milliards d'euros, avec 30 milliards d'euros liés à la transition écologique. Il faut savoir que c'est souvent la région qui gère les fonds. Il y a à la fois la région et l'État. Et dans ces 30 milliards d'euros, on a évidemment la transition énergétique, la relance verte, la filière auto-électrique, la filière hydrogène et en particulier sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, un très fort pavé sur la relocalisation. Il y a deux volets dans le dispositif de transition énergétique qui est doté de 5 milliards d'euros. Le volet 1 qui soutient le déploiement de solutions technologiques matures, notamment la chaleur bas carbone, l'efficacité énergétique, tout le secteur industriel avec une enveloppe qui est estimée à 1 milliard d'euros. Et le deuxième volet qui est le soutien à un sujet, une thématique dont vous avez sans doute entendu parler, qui est la décarbonation profonde des sites industriels, la sidérurgie, la métallurgie, la chimie, etc., avec là une enveloppe qui est dotée d'environ 4 milliards d'euros. Sur la partie énergie renouvelable, alors les taux de subvention pour ces dispositifs-là sont variables. On va parler de chaleur et de froid renouvelable avec de la géothermie, de la pompe à chaleur, du réseau de chaleur, de la chaudière biomasse. On va parler de solaire. Et quand on parle de solaire, c'est de photovoltaïque. Alors, je ne sais pas précisément d'où vous venez, mais en tout cas, sur Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas de dispositif d'accompagnement en termes de subvention sur le photovoltaïque, sauf dans le cas où vous avez une partie de travaux assez forte et notamment désamiantage, mais dans d'autres régions, et je pense notamment à la région PACA, on a des dispositifs qui peuvent permettre, sous certaines conditions bien entendu, de subventionner la partie photovoltaïque. Le deuxième sujet, qui est une thématique majeure, qui est là un dispositif de l'ADEME qui a été valable jusqu'à début novembre, mais qui va être reconduit quasiment sur les mêmes conditions, qui est un dispositif de décarbonation avec un montant des investissements qui vont de 100 000 euros à 3 millions d'euros. Je rappelle juste, vous le voyez sur la gauche de mon écran, que dans le monde de la subvention, il ne faut pas avoir signé de bon de commande avant de déposer les dossiers. Ça, c'est un élément essentiel, quelle que soit la typologie d'investissement, quel que soit le dispositif. Dès que vous avez signé un bon de commande, c'est trop tard et vous ne pouvez plus faire de demande de subvention puisque l'essence même de la subvention, c'est son critère d'incitativité. Si vous avez signé un bon de commande, c'est que par essence, vous n'aviez pas besoin de subvention. Là, on avait des taux de subvention et on a des taux de subvention qui sont assez élevés puisque selon que vous soyez une PME ou une ETI, on peut aller de 30 à un peu plus de 50%. Donc évidemment qu'il y a des enjeux majeurs avec des actions éligibles qui sont de la récupération de chaleur fatale. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure sur la partie chaleur fatale, l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations, la réduction de consommation, ça c'est essentiel, et l'isolation et ou le chauffage, l'isolation d'une toiture terrasse, des murs, etc. Voilà les actions qui sont éligibles dans ce dispositif qui a pour vocation évidemment d'avoir une action forte sur la décarbonation de l'industrie. Alors, deux exemples de projets, principalement celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Gauche, qui est un projet dans la Drôme, avec le remplacement d'un four électrique dans un dispositif qui s'appelait l'ASP Décarbonation, donc un dispositif de l'État où on est allé chercher pour un investissement de 450 000 euros, une subvention de 150 000 euros. Donc, vous voyez que quand même, la subvention permet de financer un tiers, un quart, voire un peu plus du montant de l'investissement dès lors qu'on coche bien un certain nombre de cases. C'est important de les valider avant de déposer les dossiers et de se lancer dans une recherche de subvention. Et j'en terminerai sur cette slide. Les critères clés, c'est quoi? Et celui qu'il faut que vous reteniez, c'est que quel que soit l'investissement que vous avez à faire, il ne faut pas que vous soyez engagé, je le redis. Et puis, il y a des critères favorisants. Est-ce que mon projet bénéficie d'une étude technique préalable? Est-ce qu'il réutilise de la chaleur, par exemple de la chaleur fatale? Est-ce que vous allez au-delà de la norme réglementaire? Voilà, il y a un certain nombre de sujets qui permettent de favoriser et d'obtenir plus de subventions. Voilà. J'en ai terminé, mon cher Gilles.
Donc, je passe la main à mon voisin. Merci, merci Bertrand. Encore une fois, notez vos questions et puis on y revient tout de suite après. À toi Clément. Avec le micro. Avec le micro. Parfait. Bravo Bertrand, de nous ouvrir les yeux sur tous ces systèmes d'aide qui sont souvent assez méconnus. Et s'il y a des mécanismes qui existent, c'est bien parce qu'il y a une urgence à traiter. Et comme tu l'as si bien rappelé, il y a, il y a besoin d'être incitatif. Je vais vous donner 3 bonnes raisons de surveiller votre consommation énergétique et de surveiller son bilan avec précision. Je suis Clément Van Straten, comme Gilles l'a dit tout à l'heure, avec un passé dans l'industrie manufacturière et la machine-outil en particulier. J'ai travaillé après dans l'industrie du logiciel et depuis 10 ans, je suis dans les énergies renouvelables et la récupération de l'énergie fatale comme équipementier et comme consultant. J'anime également des formations sur les énergies en école de commerce et pour des porteurs de projets ou des accompagnateurs de projets. Je vous présente trois raisons qui sont remontées par mes clients sur l'intérêt de suivre sa consommation énergétique. Le premier, c'est le coût de l'énergie qui est en constante augmentation et on connaît en ce moment une inflexion assez drastique. On le verra un peu plus en détail sur le slide suivant. Mais sur la production, on plafonne aujourd'hui les prix à des niveaux qui n'étaient même pas imaginables il y a encore 2 ans. Les mécanismes de soutien de l'État fonctionnent à l'envers et ce n'était pas prévu comme ça. Donc on est dans un cas qui n'a pas été anticipé et on a effectivement une augmentation des coûts de l'énergie qui mérite qu'on s'y penche. Le deuxième point, c'est la planète qu'on se partage tous. On a besoin d'énergie et aujourd'hui, le process industriel contribue pour 12% aux émissions de gaz à effet de serre, évidemment hors production d'énergie dans les 12% d'industriels, sinon ça ne marche plus. Et le troisième point, c'est une demande du marché. Aujourd'hui, si vos clients ne vous le demandent pas encore, ça ne saurait tarder. On a des demandes très fortes au niveau des consommateurs finaux. C'est des demandes qui remontent dans les chaînes de production. On a beaucoup entendu parler cet été de plane bashing, en ce moment le boycott sur la Coupe du Monde au Qatar. Et de manière plus marketing, on a Total qui vient de se faire appeler Total Energy. C'est bien la preuve que c'est un sujet important. Moi-même, j'ai passé mes slides avec un petit coup de vert pour faire plus green. Quand on regarde le prix moyen des énergies, alors c'est une source INSEE, c'est les prix achetés dans l'industrie. La répartition donc, entre 2005 et 2019 par type d'énergie, on a des variations. Malgré tout, le gaz et l'électricité sont les 2 sources d'énergie principales à 50%, enfin, le total, c'est 70% de la consommation et c'est réparti à moitié-moitié. Il fait toujours un peu de temps pour que l'INSEE publie les chiffres. On a un petit décalage, ce qui explique qu'on soit sur une base 2019. On remarque malgré tout que sur la période, toutes les énergies ont monté, que 2019 a plutôt été un point bas et la tendance reste en croissance. On était avant la crise. Donc depuis, on a vraiment une forte inflexion et les factures d'énergie montent. Cette augmentation est souvent répercutée dans les prix de vente, ce qui va alimenter l'inflation. J'échangeais il y a quelques semaines avec le directeur d'une grosse chaudronnerie. Son fournisseur de gaz avait résilié unilatéralement le contrat de fourniture et sa vraie problématique était de savoir comment trouver un fournisseur avant même la question du prix. Dans mon activité pour l'hydroélectricité, j'achète des composants mécaniques et mes fournisseurs m'annoncent tous des hausses de quelques pourcents de prix en raison de l'augmentation du prix de l'énergie. Qu'on soit particulier ou industriel, on est tous tellement accros à l'énergie qu'on est prêt à la payer à n'importe quel prix. Le prix à la pompe ces dernières semaines en est une excellente illustration. Alors,
Comment est-ce qu'on fait pour moins dépendre de son énergie, pour mieux maîtriser sa consommation? Le premier secret, c'est que ça suffit pas de regarder les factures qui sont avec des mailles de temps souvent mensuelles. Il y a 3 axes importants. Le premier, c'est de réduire ses consommations. Le deuxième, c'est de récupérer de l'énergie dans la mesure du possible et éventuellement de produire de l'énergie pour satisfaire ses besoins. Alors, aujourd'hui, on va regrouper récupérer, produire, parce que d'un point de vue projet, ça se ressemble. On peut en débattre dans la période de questions tout à l'heure. Mais que ce soit réduire ou récupérer, c'est 2 axes qui ne sont pas incompatibles. Cependant, on remarque en général qu'on a une réalité de moyens, que ce soit financier, que ce soit de la compétence, que ce soit du temps, qui va obliger à prioriser. Et pour pouvoir prioriser, est-ce qu'il vaut mieux que je réduise mes consommations sur un élément ou est-ce qu'il vaut mieux que je récupère de l'énergie sur un système existant? Et il va falloir faire des arbitrages, avoir des scénarios, poser des hypothèses. Là, on arrive sur des méthodes assez classiques de prise de décision dans l'industrie et il est assez pertinent de mesurer pour comprendre. C'est là que prend tout l'intérêt de l'outil KM Énergie que nous présentera David tout à l'heure. Et en effet, pour arbitrer la pertinence de telle ou telle décision, il est important d'avoir des mesures précises, de savoir ce qu'on consomme et de pouvoir mettre tout ça en perspective. On va se poser les questions. Comment savoir si ma consommation d'énergie est bien en cohérence avec ma production? Il serait effectivement étonnant d'avoir des variations de consommation qui ne seraient pas alignées avec les variations de production. Ai-je des consommations incohérentes? Je vous donnerai par exemple un exemple juste après. Est-ce que je peux organiser ma production pour lisser mon besoin et donc réduire mon abonnement? Si on prend l'exemple, on parlait du four tout à l'heure dans la présentation de Bertrand, un industriel qui exploite 2 fours en même temps, on sait que le four, ça consomme beaucoup d'énergie pour monter en température et nettement moins une fois que le four est à température. Démarrer les 2 fours en même temps fait un appel d'énergie important, un appel de puissance important sur un temps court et donc on peut planifier sa production avec une puissance en capacité finie, ce qui va entraîner le démarrage successif des fours et réduire l'appel sur le réseau. In fine, ça permet de réduire son abonnement électrique, par exemple. Évidemment, il ne faut pas avoir besoin des 2 fours qui démarrent au même moment, sinon mon exemple ne marche plus. Est-ce que le besoin en énergie est en phase avec ma consommation? Est-ce que je consomme beaucoup plus que mon besoin réel? Est-ce que cette consommation va être imposée par mon process? Est-ce que j'arriverai à récupérer une partie de cette énergie, l'énergie fatale? L'exemple le plus courant, c'est le château d'eau. On va pomper de l'eau pour la mettre en hauteur et puis on va la faire redescendre pour la livrer dans les habitations, dans les usines. On va casser la pression, on va réduire la pression à ce moment-là, on a une perte d'énergie qu'on pourra réutiliser en turbinant. Donc on a ce genre d'éléments qui vont être des projets en soi et évidemment équipés pour récupérer de l'énergie fatale, c'est pas le même projet que juste réduire sa consommation. Comment on peut faire pour réduire sa consommation? Jusqu'ici, l'énergie était tellement peu chère qu'on préférait ne pas consacrer d'efforts à l'économiser. On arbitrait par exemple le changement d'isolement sur un four avec le surcoût de l'énergie et on regardait un four mal isolé. Si on observe la consommation d'énergie dans le temps, avec une maille beaucoup plus fine que la maille mensuelle de la facture, on peut observer des comportements qui sont parfois inattendus. Je pourrais même dire insoupçonnés. Si en dehors des heures de fonctionnement de l'atelier, j'ai des consommations qui n'étaient pas prévues, donc là, on a un petit graphe avec des pics de puissance à intervalles réguliers qui ne durent pas très longtemps. Et on va pouvoir se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette puissance-là et pourquoi est-ce que j'ai un appel de puissance alors que je produis rien, donc je ne devrais pas avoir de consommation. Alors, pour simplifier l'exercice, on va dire que le XX kilowatt appelé, c'est justement la puissance de mon compresseur. Et on va remarquer que en identifiant que c'est mon compresseur qui démarre, j'ai une
une fuite dans mon réseau, dans mon réseau d'air comprimé. Et donc, ça va faire baisser, la fuite fait baisser la pression. Et quand la pression baisse, le compresseur redémarre à intervalles réguliers. Quand on est en journée et qu'on utilise le compresseur, on ne s'en rend pas compte. Mais la nuit, et ben, on a une perte d'énergie, une consommation énergétique qui a absolument rien à faire à ce moment-là. Avec une opération d'entretien, on va pouvoir prévoir un changement de joint et éviter des démarrages trop fréquents. Un outil comme TME Énergie va nous permettre de voir avec une maille très fine les consommations et d'identifier ce genre de problématique, de pouvoir mettre en relation les consommations avec les productions, par exemple. Le dernier point que je vais aborder, c'est la notion d'énergie fatale. L'énergie fatale, Bertrand en a parlé un peu tout à l'heure avec notamment les réseaux de chaleur fatale. Et dans l'industrie métallurgique notamment, c'est souvent le cas. On va récupérer de la chaleur qu'on va réutiliser à côté. Il n'y a pas forcément que la chaleur qu'on peut arriver à récupérer. Et souvent, les gros consommateurs d'énergie vont avoir on va utiliser beaucoup d'énergie. Je vais rester sur un exemple dans la métallurgie. On voit aujourd'hui du turbinage sur les eaux de refroidissement. Donc, on pompe de l'eau pour l'envoyer dans le circuit de refroidissement. C'est un process de sécurité qu'on ne peut pas arrêter dans le circuit de refroidissement de la sidérurgie. Et finalement, cette eau-là circule avec de la pression. Et donc, on va pouvoir se dire, mais cette pression-là, est-ce que je n'ai pas intérêt à la récupérer avant de renvoyer l'eau dans le circuit, dans la rivière ou dans la mer ou dans le circuit des eaux usées, puisque finalement, j'ai bien pompé de l'eau, j'ai utilisé de l'énergie pour pour faire circuler cette eau-là. Est-ce que je ne peux pas la réutiliser pour récupérer une partie de cette énergie pour baisser ma facture? Sur la photo, on a, c'est l'entrée dans l'hiver qui m'a fait choisir cette photo-là. C'est la station de Serre-Chevalier qui utilise son réseau de neige pour produire de l'électricité quand ils font pas de neige artificielle. Je pourrais parler de ça pendant des heures, mais je vais m'arrêter là et on pourra reprendre les questions. Je vous remets mes coordonnées s'il y en a besoin. Gilles, je te rends la main. Merci. En effet, tu as bien suivi la consigne. Le but, c'était pas en parler pendant des heures. Bon, moi, j'ai déjà plein de questions, on verra tout à l'heure. Et puis, on va laisser la parole à David qui va se présenter et qui va nous montrer très rapidement ce qu'on peut faire avec KM Energy avant de passer à cette séance de discussion et de questions-réponses. Merci Clément, merci Gilles. Donc, je vais vous présenter notre solution KM Energy qui va permettre d'illustrer un peu tout ce qui a été échangé dans les diverses explications qui vous ont été données auparavant. Je vous partage l'écran. Donc, voici KM Energy, donc, qui a un petit peu de vert aussi pour montrer que c'est green. Je pense que tout le monde a pris ce code couleur. Donc, qu'est-ce que KM Energy ? Donc, KM Energy, comme Gilles vous l'a évoqué au tout départ, c'est une extension de notre outil de suite production, KM Prod, qui permet de suivre la production, de voir les performances, les taux de déchets, de rebut. Donc déjà, quelque part, KM Prod, il y a une notion de rebut, donc de suivi des consommations. Donc, à cette brique-là de suivi de production, on est venu ajouter une notion énergétique qui a pour but justement de mieux connaître votre site de production, de mieux connaître comment se comporte chacun de vos outils de production, de vos moyens, et également par extension de savoir par rapport à un produit que vous produisez, quelle est la part de la consommation d'énergie. Pour illustrer tout ça, on va reprendre un basique du milieu de la production, c'est de dire que sur une période donnée, période temporelle, on est capable très facilement de connaître la performance de mes postes de travail, de mes machines, connaître les produits qui sont réalisés, tout ce qui a trait à la production, donc la production, les causes d'arrêt,
sur une machine en particulier, je suis capable de savoir sur cette période le produit qui a été fait, les opérateurs qui ont travaillé, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est une chose qui est présente d'une façon ou une autre chez nos industriels, soit via un logiciel comme KMProd, soit via du papier, soit via du fichier Excel. Mais toujours dit que ça, c'est une notion qui est acquise et qui est en place depuis maintenant des décennies. Sur le même principe, une fois qu'on veut se préoccuper de nos consommations énergétiques, la première chose va être d'instrumenter notre site. Donc c'est de cibler déjà bien sûr ce qu'on veut surveiller, mais si on prend les énergies classiques qui sont l'eau, le gaz, l'électricité, on peut déjà commencer à instrumenter, mettre des appareils de comptage sur les principaux éléments de nos sites, chauffage du bâtiment, consommation électrique par atelier déjà. Après, on peut être plus fin, descendre à mettre du relevé par équipement, donc par moteur, par grosse machine, par four. Donc une fois que cette cartographie de mesure est mise en place, on peut commencer à analyser. Donc c'est ce que va vous proposer KM Energy. C'est une fois récupérer toutes ces données et vous permettre de les analyser. Donc avec ce genre d'outil, vous allez pouvoir dessiner une cartographie de votre site de production et mettre en avant les points de consommation fortes et, comme Clément l'a évoqué aussi, les points de consommation anormale. Quelque part, c'est ça aussi l'objectif, c'est quelque part quelqu'un qui a un four au gaz, vous savez que votre consommation de gaz est principalement due au four. La question, c'est est-ce que ce four consomme le gaz de façon cohérente, normale? Et ça, parfois, il est compliqué de le savoir, parce que voilà, vous recevez des factures mensuelles, vous n'avez pas forcément de maîtrise de savoir comment ce gaz a été consommé, et c'est ce que KM Energy va vous apporter. Donc, il y a principalement 4 façons de voir la donnée. La première, très classique, c'est tracer des courbes. Donc j'ai ma consommation, donc là en l'occurrence par équipement, donc ma PAC, ma ventilation, mon compteur électrique général, et je peux voir ma consommation, donc là en l'occurrence entre janvier et décembre. Il y a des évidences, on voit qu'en hiver on consomme plus d'énergie qu'en été. Tout dépend du contexte, mais là c'est principalement du bâtiment. Il y a peu d'équipements industriels dans cet exemple, enfin de grosses machines, on va dire. C'est plutôt de l'assemblage manuel. Donc là, quelque part, effectivement, l'hiver, on chauffe les bâtiments, donc on consomme plus d'énergie. Le bâtiment est peu climatisé, donc l'été, on en consomme moins. Mais cette analyse, vous allez pouvoir la faire par consommation, mais également par coût. Donc en l'occurrence, tout est électrique, mais dans le cas où vous auriez de l'électricité et du gaz, ça permettrait de voir qu'en euros, quelque part, ce qui vous coûte le plus cher, vous pensiez que c'était le gaz, mais finalement, ça va être l'électricité. Parce que votre contrat est différent, parce que l'électricité, bien souvent, on a des contrats avec des plages, quelque part, heure pleine, heure creuse. Si vous optimisez bien vos plages de production, vous arrivez à économiser en euros beaucoup. Là où le gaz, le prix du mégawattheure est constant, que vous le consommiez à midi ou à minuit. On peut également l'avoir en CO2 pour justement voir l'impact CO2 de vos consommations. Au même titre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de le voir une vision sur la journée. Donc là, c'est une période assez large, mais en gros, l'idée est de dire, sur une période, quels sont mes points chauds? Quels sont mes créneaux horaires de forte consommation? Donc là, d'un seul coup d'œil, vous voyez qu'effectivement, vous consommez beaucoup en journée, du lundi au vendredi, ce qui est quelque part normal par rapport à vos calendriers de production, vos calendriers de présence. Si l'exemple était sur du 2-8, forcément la plage serait plus grande. Mais ça permet également de voir si il y a de la forte consommation les week-ends. Là, on voit que les week-ends, c'est vert foncé, donc il y a peu de consommation. Et on va pouvoir avoir une vision très rapide sur des périodes données, voir s'il y a des points d'anomalie. Et là, d'un coup d'œil, on voit qu'il y a des points. Ici, là, le jeudi soir, pourquoi le jeudi soir, j'ai une consommation moyenne, alors que je sais que mon usine est fermée. Donc ça, c'est la deuxième vision, c'est plutôt une vision, la consommation sur ma journée.
comment se comporte ma consommation énergétique sur la plage de ma journée, de ma semaine. Sur ce tableau de bord, là, on change un peu la vision. C'est ma consommation par localisation. Donc, c'est toujours les mêmes données, mais qui sont architecturées. C'est-à-dire que sur ma consommation, quels sont physiquement ou le positionnement de mes consommations? Est-ce que c'est plutôt les ateliers ou les bureaux? Donc là, dans cet exemple, on voit que forcément, les ateliers consomment beaucoup plus que les bureaux. Mais si vous aviez plusieurs ateliers, ça permettrait aussi de voir, dans l'exemple, d'avoir la répartition. Est-ce que mon atelier A consomme plus que l'atelier B? Est-ce que deux ateliers qui, d'instinct, ont une consommation identique, finalement, l'ont pas? Et ceci tout au cours de l'année. Donc là, on est plus en notion de positionnement physique dans l'usine. Et ensuite, quand vous rentrez quand vous zoomez, donc dans mon atelier, l'atelier que j'ai choisi, 88% vient des utilités, donc tout ce qui est compresseur, donc air comprimé, et en l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est que l'air comprimé. Et l'éclairage représente que 12%. Donc voilà, l'objectif de ces outils, c'est vraiment de vous donner les outils, de vous donner les moyens de comprendre comment consommer l'énergie dans vos locaux. Et la dernière, qui est une vision un peu différente, là on ne regarde pas par localisation, mais par usage. Donc là, mes données sont regroupées. Est-ce que c'est de l'éclairage? Est-ce que c'est de la ventilation? Est-ce que c'est de la prise électrique, de l'alimentation de poste? Et là, on peut voir le ratio que sur mon atelier, c'est tout ce qui a trait à la ventilation et climatisation qui consomme beaucoup. Et finalement, ce qui est prise de courant, alimentation électrique, est faible. Donc ça, on peut l'avoir en consommation, et pareil, en coût. En l'occurrence, là, tout est électrique, donc les courbes sont sensiblement les mêmes. Mais si vous avez un mix gaz, électricité, ou un mix avec des réseaux de chaleur qui viennent de l'extérieur des communes, il y a beaucoup de réseaux de chaleur qui se montent, qui ont forcément un coût différent qu'une chaudière que vous auriez à l'interne. Donc tout ça, vous pouvez le challenger, le convertir en euros, et voir quelque part sur quel levier je dois agir pour avoir des économies. Quelles sont les hypothèses que je dois mettre en place et quelles sont la stratégie que je vais définir pour améliorer mon impact écologique, mais surtout mon impact financier. Et via les subventions, comme vous avez pu le voir, comme Bertrand vous les a présentées, la justification que vous allez mettre en place pour obtenir ces subventions, voilà. KM Énergie va vous permettre justement de faire un état des lieux précis de votre site, de mettre en place une stratégie pour améliorer tout ça, et par conséquent, de venir justifier déjà votre besoin, quel sera les gains espérés, et suite à ça, suite à la mise en place de toutes les actions d'amélioration, de pouvoir aussi venir challenger et mesurer les gains qui ont été réellement faits, comparer avant, après, et très facilement avec ces outils-là, on peut changer de période et voir que ma consommation était de temps il y a 6 mois, j'ai fait les travaux, aujourd'hui elle est de temps, j'ai fait tel gain d'énergie. Vous le verrez d'un côté sur vos factures, donc ça c'est sur le budget, mais après c'est aussi très bons axes de communication auprès de vos clients, des clients finaux, dire qu'effectivement, suite à un investissement, vous avez pu économiser X tonnes de CO2, que vous avez une stratégie, que éventuellement vous voulez mettre en place, obtenir la certification ISO 14001. Donc tout ça, c'est des choses que pour les mettre en place, il vous faut déjà d'une part mesurer, donc instrumenter votre usine, pas forcément mettre des capteurs de partout, pas mettre des compteurs de partout, mais parfois juste à l'entrée de chaque ligne de consommation, dans chaque TGBT, à chaque départ, mettre un compteur. C'est des coûts raisonnables et vous avez très rapidement des données qui vous permettront d'améliorer votre compréhension de votre site, la compréhension des consommations de votre site. Voilà, donc j'ai fait le tour des 4 onglets que je voulais vous montrer. Donc Gilles, je te repasse la parole. Ok, merci à tous. Tenu le créneau.
pense qu'on a bien compris. Alors, encore une fois, l'objectif, c'était d'ouvrir le sujet et de vous laisser poser des questions. Moi, j'en ai, mais je passerai en dernier. Donc, est-ce que on va fonctionner assez simplement? Si quelqu'un a une question, il ouvre son micro et il y va. Voilà. Bonjour, Gilbert Raoult, Société EasyTech West à Clisson, Bonjour au Pays Gilbert. de la Loire. J'ai une question par rapport à David, ce qui vient d'être présenté sur les tableaux de bord, les indicateurs. Pour l'industriel, ils sont personnalisables, il peut en créer lui-même, il a une autonomie, un niveau d'autonomie là-dessus. Jusqu'à quel niveau d'autonomie il peut lui-même justement personnaliser à façon ces tableaux de bord? C'est ça ma question. Donc effectivement, tous les tableaux de bord que vous avez vus, donc les 4 onglets que je vous ai présentés, sont basés sur de la configuration qui sont accessibles à l'industriel. Toute cette nomenclature de localisation, de type de consommation, de coût, du coût du mégawatt, et ainsi de suite. Donc tout ça est accessible en toute autonomie. Et vous pouvez justement mettre en place les tableaux de bord, les indicateurs qui vous intéressent pour justement venir challenger prévoir les économies que vous allez faire et après coup, mesurer ce que vous avez économisé. Voilà. Moi, j'avais une question, David, aussi, qui va avec. On voit que là, les industriels sont un peu dans la thématique quel contrat je vais choisir, etc. Est-ce que le logiciel enregistre justement ces changements de tarifs? Et puis, est-ce qu'on va pouvoir faire peut-être un ou deux scénarios pour pouvoir choisir son contrat? Est-ce que ça peut être un outil d'aide à la décision sur le contrat de l'énergie? Alors effectivement, le tarif horaire, donc il y a des calendriers pour définir le tarif du mégawatt en fonction de quand il est consommé. Et ensuite, on peut exploiter tout ça pour voir à consommation équivalente si le prix était différent, quel serait le coût, le surcoût ou le gain. Donc oui, on peut faire ce type d'analyse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Je suis Samuel Viette, je suis directeur industriel chez Hydro Building System. J'ai une remarque et une question. La remarque d'abord, en fait, finalement, on a une présentation en 3 temps et la logique, finalement, serait que ce soit dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord on mesure, on identifie des gains potentiels, après on trouve les moyens d'optimiser le process et éventuellement on va chercher des subventions après. J'aurais trouvé ça plus logique. Tout à fait. Voilà. Ta remarque est bonne. Et la deuxième, la question plutôt que la remarque, ou en tout cas un partage d'expérience, et ça va aboutir sur une question, c'est que sur les questions d'énergie, moi j'ai animé il n'y a pas très longtemps un séminaire sur le sujet chez Hydro. On a travaillé les questions de l'énergie au laquage, et on a réussi à faire bouger les lignes en faisant ouvrir les yeux sur l'efficacité énergétique, non pas l'efficacité théorique, mais en partant en disant finalement on a des cycles thermiques dans le process. Et l'alu, on connaît la capacité thermique de l'alu, et donc on a eu une approche un peu TRS, mais appliquée à l'énergie, en disant finalement le net réellement utilisé, il est de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, partant de là, la question c'est KM Énergie, c'est intéressant, mais finalement c'est très intégré normalement à KM Prod. Est-ce que vous seriez capable de lier l'énergie à la quantité process passante, et du coup d'avoir non pas un indicateur simplement de kilowattheure ou de CO2, mais d'indiquer la part absorbée par le produit passant à travers le process, compte tenu de température, et du coup de montrer aux décideurs, aux techniciens locaux, toute la part perdue qui justement peut ouvrir les yeux. Parce que finalement, un indicateur n'a de valeur que s'il est sujet à décision, en fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire un peu donc, est-ce que c'est envisageable? Voilà. Est-ce que KM Énergie est complètement indépendant de KM Prod, ou est-ce que finalement, c'est des systèmes intégrés qui pourraient aller dans ce sens-là? Non, effectivement, là, je voulais présenter de façon indépendante parce que c'était le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Mais l'intérêt du produit tel qu'il a été imaginé quand on l'a développé, c'est vraiment pour le croiser avec la production, pour mettre de la consommation énergétique via des tonnes d'alu ou autres
en face. C'est vraiment l'intérêt, c'est de voir la consommation énergétique par rapport à ce qui est produit. Ce croisement est prévu. En fait, ça a été fait pour. Ça a été fait pour. D'accord, et du coup, même aller plus loin, du coup, pas seulement alors moi, je suis un fan de l'alu, et puis j'ai pas le choix, parce que mon chef qui me paye, il est dans l'alu, donc mais ça peut être appliqué à n'importe quel matériau, mais est-ce qu'on est capable de pas seulement parler de tonnes d'alu, mais de traduire ces tonnes d'alu passantes par rapport à des cycles thermiques et de le traduire en énergie finalement? Et du coup, de dire si ma capacité thermique de l'alu elle est de temps et que je monte de tant de degrés, ça correspondrait vraiment si on avait un rendement à 100% de temps. Et du coup, en réalité, on attend. Du coup, on peut essayer d'aller chercher, alors par les chaleurs fatales, par les déperditions, par l'isolation, par peut-être aussi travailler le process pour réduire les températures, que les gens ils comprennent que voilà, s'ils baissent les températures, si ils augmentent le temps, de temps en temps, moi mes gens ils veulent toujours faire les cycles les plus courts, mais d'augmenter un temps de cycle et de baisser une température, on sait que c'est vachement bénéfique au niveau énergique. Il y a une dimension un peu pédagogique aussi dedans en fait. Tout à fait, mais petite parenthèse, on le fait déjà actuellement chez un de vos confrères pour tout ce qui est traitement sortie de presse, voilà, le traitement thermique, les fours de revenus. Typiquement pour TNG, au même résultat, il y a 2 traitements thermiques différents et en fonction, l'un est plus énergivore que l'autre, mais le résultat final est le même. Donc, il vaut peut-être mieux que le traitement dure plus longtemps, mais on économise beaucoup en consommation. Voilà, typiquement, c'est clairement le genre de critères qui sont très intéressants, c'est de venir challenger vos process par rapport à l'énergie. Comme l'expliquait Gilles, par le passé, c'était pas un sujet, l'énergie. Aujourd'hui, ça le devient de plus en plus, et ça devient une contrainte en plus dans vos décisions, en fait. Dans votre vie au jour le jour, cette contrainte énergétique vient, après très rapidement, est venue dans la discussion, dans vos réflexions et dans tous les choix d'investissement qui sont faits aujourd'hui. L'énergie a une part importante dans les décisions. J'ai une remarque aussi là-dessus, pour compléter ça, c'est que comme le coût de l'énergie est en train de monter, les ratios et les raisonnements sont en train d'évoluer. Et donc, pouvoir mesurer et jouer avec sa data, ça devient important. Un exemple, on a un client qui réfléchit à arrêter ses fours le jeudi et le vendredi et travailler en samedi-dimanche. Parce que ce qui était impensable, je pense, il y a une dizaine d'années, parce que par rapport à la main-d'œuvre, le coût de l'énergie a jamais trop été quelque chose de vraiment déterminant, alors qu'aujourd'hui, on va pouvoir, et notamment avec les équipes de David, réintégrer, si on a besoin de ces coûts-là, de jouer et de comparer les coûts de main-d'œuvre par rapport par rapport au coût de l'énergie, ça va être possible, quoi. Ça, c'est intéressant vraiment l'intéressant de ça, c'est de mesurer et après de pouvoir, comme l'a pointé aussi Gilbert tout à l'heure, de pouvoir personnaliser sa mise en forme et sa data en disant, tiens, finalement, comme vous disiez tout à l'heure, si mon OF il dure un peu plus longtemps mais que j'ai mangé un peu moins d'énergie, est-ce que c'est intéressant? Voilà. Chose que si on ne mesure pas, on peut pas le faire. Ah, on peut pas décider. D'ailleurs, à ce propos, là, dans la présentation de Clément van Straten, là, très intéressante, il y avait les 3 axes. Donc, il y a l'aspect coût, il y a l'aspect client, hein, enfin le marché qui va nous pousser. Je pense que l'aspect planète, il est aujourd'hui en train d'émerger aussi. Dans nos entreprises, en tout cas, moi, je sens des gens qui sont contents d'être en alignement entre les valeurs perso et ce que fait l'entreprise. Et ça, je veux dire, je pense si on arrive à être dans des entreprises qui sont à la pointe de ces sujets-là, on peut attirer aussi les jeunes qui vont être. Alors moi, je commence à être de moins en moins jeune, mais enfin, les stagiaires qu'on a chez nous, clairement, ils disent, moi, si c'est des boîtes qui polluent, je veux pas travailler, quoi. Mais mon fils qui est étudiant est comme ça, quoi. Et donc, ces sujets-là, ils sont fondamentaux aussi pour attirer les gens qui veulent changer les choses, quoi. J'ai été challengé sur cet aspect-là il y a 2 ans par des jeunes ingénieurs que j'avais recrutés. Et effectivement, ils m'ont dit, OK, on est dans les énergies renouvelables, mais en interne, qu'est-ce que tu fais? Et il y a eu un déclic de mettre en œuvre des actions, de voir comment on pouvait faire pour être meilleur sur des trucs qui peuvent être relativement simples, mais mine de rien, de les faire et de construire.
Et effectivement, alors je l'avais mis dans cette notion-là, elle rentrait pour moi plutôt côté marché, marché de l'emploi, développement de sa marque employeur. Mais si l'entreprise, elle n'est pas en phase avec les attentes de ses clients ou de ses employés, il y a un moment, ça ne marchera plus. Tout à fait d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques aussi par rapport à tout ça? Moi, j'avais une question pour Clément. Tout à l'heure, tu nous as donné un exemple sur le décalage, par exemple, des fours pour éviter le pic si tout le monde démarre en même temps. Tu peux nous donner, je ne sais pas du tout si tu as la réponse, hein, je vais peut-être te piéger, mais tu peux nous donner des ordres de grandeur. J'ai un client qui a 3 fours. Il mesure, grâce à David, qu'il a un énorme pic à 7h30 parce que tout le monde démarre en même temps. Est-ce que sur ma facture énergétique, si j'étale ce pic sur 3 heures, je démarre un four à 6 heures, un four à 7 heures, un four à 8 heures par exemple, c'est quoi? Je gagne quoi? 30%, 50%? Non, alors, la consommation d'énergie est toujours la même. Hein, Ouais. c'est-à-dire qu'il te faut une quantité de joules ou de kilowattheures ou de mégawattheures pour faire monter le four à température. Après, il y a une notion du tuyau. Si tu imagines un tuyau d'eau, tu peux passer un certain débit dedans, et il y a un moment, si l'eau va trop vite, tu auras tellement de pertes que tu ne pourras pas augmenter la quantité d'eau. Et donc, c'est exactement la même chose sur qu'on parle de fil électrique pour amener l'énergie dans le bâtiment ou de tuyaux gaz. Il y a une capacité maxi qui arrive. Si je prends l'exemple de l'abonnement électrique, il est dimensionné pour une puissance maximum. Et donc, si on a pris un très gros abonnement pour pouvoir démarrer les 3 fours en même temps, que le process dure 1 heure dans la journée ou 1 heure dans la semaine, et que je démarre mes 3 fours, j'ai besoin d'une très grosse puissance. Du coup, j'ai un abonnement énorme qui correspond à la somme de la puissance de ces 3 fours. Si je décale mes démarrages de fours les uns après les autres, je peux diviser la puissance que je vais appeler par 3, et donc probablement que je peux choisir un abonnement qui est plus faible. Donc là, c'est un peu plus compliqué que de dire que tu gagnes 30%. Peut-être qu'on est sur un abonnement qui, de toute façon, permettra pas de changer. J'imagine qu'il y a un industriel, on parlait de l'aluminium tout à l'heure, la quantité d'énergie qui est appelée dans le process, elle est déjà sizée au niveau du réseau et qu'il n'y a probablement pas plus grand-chose à les gagner à décaler des démarrages de ce type-là. À la marge, on peut lisser la production et aller placer ces démarrages dans des heures creuses qui font que l'énergie est moins chère. C'est Si ton je peux me point de permettre tout. Ouais. de rebondir là-dessus quand même. Par exemple, je mentionnais le séminaire et il y avait un gars qui disait, ouais, moi avec ma Tesla, quand je suis sur l'autoroute, si j'appuie, je fais 250 bornes. Si j'y vais mollo, je monte à 400 bornes. Et donc, fort de ça, il disait, mais quand on démarre nos fours à vide pour les mettre en régime, aujourd'hui, on met une consigne, c'est-à-dire on est le lundi matin, on met une consigne à fond pendant 1 heure, 2 heures pour être à température. Mais il dit, mais finalement, est-ce que ça changerait quelque chose de mettre 30% de puissance pendant 3 fois le temps? Alors Et ça va. effectivement, et effectivement, alors on est en train d'essayer, on va voir, effectivement. Alors d'abord, il faut les compteurs, mais si on ne mesure pas, on ne sait pas, quoi. Il y a un élément, c'est que la Tesla, sa consommation, elle est fonction du carré de la vitesse. C'est le frottement à l'air. Mm. Le four, on va challenger la déperdition du four. C'est-à-dire que si l'isolation est mauvaise et que du coup je mets plus de temps à monter en température et je laisse plus de temps pour l'énergie de s'échapper du four, c'est pas sûr que de faire une montée en température lente soit pertinente. Sauf si je suis en Mais circuit secondaire. Parce que je suis en circuit secondaire, donc je me dis là, si je suis à pleine puissance, je balance tout dans les fumées, en chaleur fatale. Alors que si j'y vais mollo, peut-être que j'ai un meilleur transfert. Je sais pas. voilà, mais on arrive bien sur ces questions de comment on mesure, comment est-ce qu'on étudie, et c'est bien d'avoir des idées, mais comment est-ce qu'on arrive à les arbitrer et quels sont les impacts? Il faut mesurer. Il faut mesurer et analyser. Au-delà de la mesure, il faut avoir la capacité d'analyse. Ok, c'est intéressant.
Ce qu'on n'a pas dit, David, c'est ce qu'on voit chez nos clients souvent, c'est qu'il y a quand même beaucoup de data à aller chercher qui existent déjà. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une partie, ce que je peux dire et ce que j'ai vu, il y a une partie importante dans ces projets qui est l'instrumentation d'une usine, outre le logiciel qui est derrière qui va récupérer les infos. Par contre, il y a déjà beaucoup de data qui sort des équipements qui sont déjà en place. Les compteurs d'eau, les compteurs électriques, les machines qui sont déjà équipées, etc. Et on peut assez facilement, finalement, là, le projet dont on a parlé la semaine dernière, bon, le client avait déjà instrumentalisé. Et donc, finalement, il n'y a plus que la petite partie du logiciel à mettre en place et après l'analyse qui va derrière. Donc, je pense que ça paraît aussi intéressant. On ne se doute pas que tous nos équipements dans l'usine sont déjà beaucoup instrumentalisés et c'est pas, je ne vais pas faire de mon usine un laboratoire où je vais être obligé de mettre des capteurs qui coûtent très cher de partout. On peut déjà, comme l'a montré Clément tout à l'heure, se brancher sur le disjoncteur principal et avoir déjà une analyse qui est relativement pertinente, quoi. C'était ma petite remarque personnelle. Ok, une question. Moi, j'ai encore une question pour David, si personne n'a d'autres questions. Est-ce qu'on peut envisager pour un groupe d'avoir ça en multisite et avoir une personne, on peut imaginer que ça va être dans un groupe, ça va être dupliqué un peu dans toutes les usines, etc. Le logiciel, j'imagine, il va me permettre de gérer ça un peu à distance ou tu vas Oui, nous bien trouver sûr. des solutions techniques pour faire ça? L'objectif, c'est de centraliser toutes les données et après de les exploiter. Et comme j'expliquais, ce qui est important, c'est la cartographie, l'arborescence. Quand je définis mon arborescence, l'arborescence facile, hein, j'ai un site, des ateliers, des lignes, des machines, des équipements, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a défini toute cette arborescence, on vient collecter les données et elles sont rangées, structurées. Et après, l'idéal, c'est de croiser avec les données de production. Ça, c'est ma conviction personnelle. Pour un industriel, vraiment, la plus-value, c'est de croiser avec ce qu'il produit. Mais déjà, de savoir ce que je consomme et comment, voilà, c'est déjà très bien. Mais pour moi, l'objectif, c'est vraiment de croiser avec la production. Mais on peut, ma question était assez terre à terre. En termes d'organisation, on peut imaginer mettre un KM Énergie dans différents sites et après avoir un Clément à distance qui est capable d'analyser et de faire l'analyse qui va bien. Bien sûr, généralement, il y a toujours un référent ou une équipe qui est référente et qui est transverse, multisite, et qui vient apporter l'expertise sur ce qui se passe dans chaque usine. Ok. Ce qu'on voit. Qui veut poser encore une question? On peut clôturer là s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Moi, j'avais donné une petite question aussi pour Bertrand, puisqu'on va finir par ça, puisque c'était la remarque, on va chercher les sous après. Les délais de paiement, comment ça marche? Il faut prévoir la trésor et on est payé 5 ans après de tes subventions. Alors, ce n'est pas les miennes, hein. J'adorerais que ce soit les miennes, mais ce ne sont pas mes subventions. Alors, le délai de paiement, c'est toujours une bonne question. Avant le délai de paiement, il y a d'instruction des dossiers. On dépose un dossier, il est instruit 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et puis, en général, le client reçoit une notification qui lui confirme le montant de la subvention qu'il a obtenue, si évidemment il engage ses dépenses. Et souvent, mais pas tout le temps, souvent, lié à cette notification, on fait une demande d'acompte, puisqu'en général, quand on commande une machine, on verse un acompte. Donc, le financeur public s'aligne et verse aussi un acompte. Et puis, le solde de la subvention est versé au moment où la facture est acquittée. Voilà. Donc, on n'a pas trop de soucis sur les délais de règlement. Voilà. Il peut y avoir des soucis, enfin des problématiques sur les délais d'instruction. Voilà. Mais je réinsiste sur le fait que vraiment, il ne faut pas avoir engagé de dépenses avant de déposer les dossiers. Ça, c'est une règle essentielle. Très bien. Eh ben, on conclura là-dessus, cette belle parole. Alors, si vous avez besoin
Alors, chacun a donné ses coordonnées. On va vous envoyer le replay du webinaire, évidemment. Vous avez eu dans l'invitation les coordonnées de Maxime, le commercial qui a organisé tout ça, et on le remercie. Donc, si vous avez quelques questions que ce soit, ou de gratter encore d'autres sujets, on voit qu'on peut rester ici 3 jours. Donc, pour avoir une analyse un peu plus détaillée de votre problématique, n'hésitez pas à contacter Maxime qui gérera ça. Bertrand vient de nous mettre ses coordonnées dans le chat. Voilà, donc on va conclure là-dessus. Merci à tous, j'espère que ça vous a intéressé. On voit que tout le monde est resté jusqu'au bout. Donc c'est que c'était les intervenants étaient de bonne qualité, et puis on sait que le sujet est d'actualité, donc ça c'est pas on n'avait aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, à très bientôt.